Je veux juste dire, on n'est pas là aujourd'hui pour rire de Marina Bastarache. C'est parce qu'il y a beaucoup de propos haineux en ce moment sur Roxane Bruno, sur plein de monde. Je veux pas que les gens se servent de ton segment aujourd'hui, Rémi, petite mise en garde, pour aller varger avec un 2x4 sur Marina Bastarache. Donc, Tu dis être passé, et je cite, de planteux à presque protecteux avec les politiciens. Oui. Pourquoi? Ben, la vie a changé beaucoup et les réseaux sociaux sont apparus. Et au début, il y a très longtemps, à la fin du Monde est à 7 heures, au début d'Infoman, j'étais un peu comme le porte-parole de la douce rébellion, la taquinerie de politiciens. Et au fur et à mesure, il y a eu une espèce de frange qui est un peu plus... tu sais, c'est rendu rough, les réseaux sociaux, puis les politiciens ont maintenant accès à beaucoup plus d'éditoriaux virulents que par le passé, et je dirais depuis quelques années, je les sens affectés, je les sens ils vivent des durs moments, et je veux surtout pas, quand je vais les taquiner, avoir l'impression d'être le porte-parole de cette frange agressive-là sur les réseaux sociaux. Donc, je dirais que mon rôle a changé et mon fun à les taquiner a changé. En plus, tu me forces à le dire, j'ai vieilli un peu, donc je suis beaucoup moins baveux que j'ai. Est-ce que Trump aurait pu se faire élire sans Twitter en 2016? Moi, à mon avis, la réponse est non. Pourquoi? Parce que les médias traditionnels, ben, leur job, entre autres choses, c'est de filtrer la bullshit. Parce que là, Et là, on est rendu dans une ère de populisme à l'extrême, où tu peux dire absolument n'importe quoi. Puis, tu sais, on a des commentateurs au Québec, c'est plate, là, mais c'est parce qu'ils sont dans la sauce, là. Ah ben oui. C'est une affaire de conspirationnistes. On veut des noms, je comprends pas du tout. Je vais te le nommer, parce qu'apparemment, j'ai pas... c'est Stéphane Bureau. Moi, je trouve ça épouvantable. Non, attends, Mario, là, attends, là. J'ai pas minimisé, là. J'ai caractérisé. Arrête de dire que je me trompe, que je suis dans le champ, que j'ai pas de nuance, là. Tu veux-tu animer l'émission? Tu veux-tu faire la chronique tout seul? Putain, moi aussi, je vais claquer la porte. Mais c'est du mauvais théâtre. C'est du mauvais théâtre d'été de gens qui vont se dire numéro un. Mais quand t'es rendu à faire ça pour attirer l'attention, je pense que c'est parce que tu sens que t'es en train de perdre des joueurs, t'es en train de perdre certains auditeurs. Non, ça ils ont été là combien de temps? Martin, j'accepte pas ça. Je l'accepte pas. Accepte-le, Mathias. J'accepte pas que tu parles d'Henri. Mais voyons donc. Comment tu veux que je dise ça, Georges? T'as le droit d'être en désaccord. C'est-tu un bon leader? Non. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ton niveau de langage n'est pas acceptable. T'es-tu correct, Mathias? Non. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, mais t'as pas le droit de dire que je dis des âneries. Est-ce que Georges, okay, c'est un bon... je le donne, Georges, si tu veux. Mais je te parle de Ryan O'Reilly. Tu me dis qu'il n'y a jamais eu de vétéran à Buffalo pendant toutes ces années-là. Je te dis que c'est pas vrai. Ben moi, il y en a eu des vétérans. Puis à un moment donné, on cherche la source du problème. OK. Je l'ai dit. On sera pas d'accord. Toi, c'est le propriétaire. Oui, tu as le droit de pas être d'accord. Moi, je te dis, c'est comment... Mais fais attention tu ne quand t'es pas d'accord. Construire une équipe qu'avec des recrues. Ça n'a pas été ça à Buffalo. Oh. Hey, John Ta, ça fait combien d'années, Mathias? John Ta, là. O'Reilly, ça fait combien d'années? Assez longtemps pour qu'il ait le temps de gagner une Coupe Stanley à Saint-Louis puis de s'en aller jouer à Nashville. Il a été là. Ça fait assez longtemps. Il a même eu le temps d'aller à... Il a fait 3 équipes depuis ce temps-là. Fait que t'en as pas. Ton vétéran que t'avais dans les dernières années... Attends une seconde, ton vétéran que t'avais dans les dernières années, c'est Carl Okposo puis Jeff Skinner. On parle-tu d'excellents vétérans ici? Tu es en train de me dire que Buffalo n'a jamais eu de vétéran. Je vais encore rajouter quelque chose là-dessus, parce que là, j'ai le droit de parole. Ah ben, j'ai pas eu le droit de parole. Non, t'as parlé tout le début de la chronique, tu iras les réécouter. C'est 2 vétérans sur une équipe de 18. On va arrêter là. Okay? C'est 2 vétérans sur une équipe de 18. On va arrêter là, Martin. Fait que moi, ce que je t'ai dit, mon argument de début, là, c'est que ça te prend 6-7 recrues avec dizaines de vétérans. Et non pas Martin, on va arrêter là. Parfait. Au retour, tout ski. Puis ça sera pas Mathias. Tu sais qu'on est à 1,4 enfants par femme actuellement au Québec. Non, mais je veux dire, depuis la pandémie, ça a chuté. On était à 1,6, 1,5, descendu à 1,4. Ça va pas bien, les gars. Ça va pas bien. Un peuple qui ne se reproduit pas, c'est un peuple qui court vers la mort. On dit pas aux gens de faire 8 enfants par femme. On a compris. Mais quoi, 2, 3? Quoi, quelque chose? Faites quelque chose! Sinon, c'est les métèques!
Ça porte sur le wokisme dans le dialogue social pour imposer des concepts. Je suggère le livre de Aurélie Lanto qui parle des prisons, donc notamment l'abolition. Non, abolir les prisons, c'est de la folie, wow! Ça porte sur le wokisme et cette intimidation dans le dialogue social. Et il y a un ras-le-bol. Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, quand il a dit qu'il y a un ras-le-bol, oui, il y a un ras-le-bol. Écoute, pourquoi est-ce qu'on va passer à l'écriture inclusive? Pourquoi je dois changer ma signature de courriel en disant c'est quoi mon identité de genre? Ça regarde qui? Pierre-Éliott Trudeau a dit ce qui se passe dans la chambre à coucher des Canadiens, ça ne regarde pas. Ben, ça ne regarde pas l'identité sexuelle des gens. Le wokisme est l'introduction de plusieurs concepts. J'ai parlé beaucoup de mon opposition au racisme systémique, mais c'est le privilège blanc, l'écriture inclusive, les safe spaces, la culture de la cancellation. Il y en a des quinzaines. Racisme systémique qui, à mon avis, est un débat extrêmement légitime. Et là, on a inventé ce mot systémique, non pas pour dire que tout le monde est raciste de manière systémique, mais bien dire que le système lui-même, sans qu'il n'y ait nécessairement des tensions, produit à sa face même des résultats inéquitables. Ouais, Suzy, j'ai pas peur des messieurs fâchés qui vont m'écrire après cette chronique. Oh non, déjà que je sais que Mathieu Bocoté me stalk sur Insta. Est-ce que c'est vrai? Oh yes! Il me regarde mettre des masques, là, pour dessouffler. Oui, Maître Verrier, facteur d'orgue et compagnie. Bref, tout pour ne surtout pas nommer une femme. Hein. Les gargouilles ont eu plus de temps de glace que les vagins. Alors, en fait, les seules femmes qui ont marqué l'histoire de Notre-Dame, si je me fie aux discours qui se sont relayés, ce sont les belles, grandes, mobiles, les sexy cloches. Nice. Ça, c'est l'apport féminin de l'Église catholique, mes amis, la sensualité des courbes, des cloches. Pour nous rappeler, bien sûr, la place des femmes, bien en haut, vocale, mais seulement quand un homme tire sur notre laisse. Je veux dire notre corde. Et tout ça, c'est terminé avec tout le monde qui court après Donald Trump pour avoir sa photo avec lui, tel un Mickey Mouse déambulant à Disney World. Alors, je voudrais féliciter la droite, la CAQ, le PQ, les conservateurs, Cube Radio, tous ceux qui sont sur X. C'est officiellement la mort du wokisme. Bravo! C'est fini. C'est fini. Grand soupir de soulagement mon Dieu, ici, là. vous avez gagné. Bon. Pendant que l'Ukraine et Gaza sont abandonnés sous les bombes que Trump va être président, Poilievre s'en vient, on célèbre une vieille église, c'est officiel, on n'est pas des années 50, on est au Moyen-Âge. Ça va être excitant! C'est un monde de fous. On vit dans un monde de fous de plus en plus, là. And tonight we're getting some new details about that Trump-Trudeau dinner from two people who were at the table. We are told that when Trudeau told President-elect Trump that new tariffs would kill the Canadian economy, Trump joked to him that if Canada can't survive without ripping off the U.S. to the tune of $100 billion a year, then maybe Canada should become the 51st state and Trudeau could become its governor. Brett. Of more on that detail with the panel. Peter, thank you. Trudeau essentially calling Americans feminists for voting for Donald Trump over Kamala Harris is like file that under grasping at straws for a male politician who is asking for people to vote for him. To say that is irony at its best. According to a CNN article on this very subject, more Canadians view Donald Trump favorably than they do Justin Trudeau. Ooh. And I really do think that COVID was the beginning of the end for him. That country was locked down for literally years. If you thought California had it bad, Canada was California on steroids. You remember the Freedom Caucus? There was recently a social... The trucks. Yep. The trucks were everything. That's where everything changed. And if you think about what the Freedom Convoy was about, the trucker protest, it was because there was a policy where they had to get vaccinated, even though they're truckers in their own bed of their truck. If there is even any more solo work effort than being a trucker, there is nothing other than that. Écoute, on a un peu l'impression que le premier ministre est en train de passer en accéléré à travers les 7 étapes du deuil. Là. Ouais, hier, on était vraiment dans le déni. C'est un des moments de politique les plus surréels que j'ai vu. C'était le party de Noël des conseillers libéraux. Ouais. Ça parce que le premier ministre est parti en orbite, qui n'ont pas droit à leur party de Noël. Fait que là, il est parti, puis il a fait un discours, je te jure, c'est un discours de premier rassemblement de campagne électorale ou du dernier, là, tu sais. Ouais. Quand t'es vraiment là au top niveau de l'énergie, là. Puis pendant ce temps-là, dans la salle, il y avait Chrystia Freeland. Ce qu'on sait, c'est que semble-t-il que la ligne pour prendre des selfies avec elle était aussi longue, sinon plus, que prendre des selfies avec le premier ministre. Moi, je pense que les gens l'applaudissent parce qu'elle a osé dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Dans les brumes de la société, des magiciens nous traitent comme des sœurs. Je me demande si je suis libre ou prisonnier de mes propres peurs. Je pose mes limites, je défie les attentes, je choisis ma propre voie. Je suis maître de
de mon destin. Je ne suis plus esclave de la consommation. De la consommation. Révolution viriliste. Je me réveille, je prends mes droits. Je refuse les stéréotypes. Je suis unique, je suis fort. Je suis maître de mon corps, de mon cœur, de mon esprit. Je suis libre, je suis chrétien, je ne suis plus prisonnier. Je suis responsable de mes actes, je suis l'auteur de ma vie. Je remplis mes devoirs, je suis présent, je suis actif. Je suis engagé dans ma communauté. Je suis citoyen, je suis partie prenante. Je suis un être humain avec des droits et des devoirs. Je suis égal, mais la révolution viriliste, c'est plus que cela, c'est un combat. Contre les stéréotypes, contre les normes, contre les oppressions. C'est un appel à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. C'est un appel à la dignité, à l'autonomie, à la responsabilité. Je suis sensible, je suis émotif, je suis humain. Je gère mes émotions, je les exprime, je les canalise. Je ne suis plus prisonnier de mes mots, de mes angoisses, de mes colères. Je suis maître de mes émotions, je suis équilibré, je suis serein. Révolution viriliste, je me réveille, je prends mes droits. Je refuse les stéréotypes, je suis unique, je suis fort. Je suis maître de mon corps, de mon cœur, de mon esprit. Je suis libre, je suis moi, je ne suis plus prisonnier. Je suis responsable de mes actes, je suis l'auteur de ma vie. Je remplis mes devoirs, je suis présent, je suis actif. Je suis engagé dans ma communauté. Je suis citoyen, je suis partie prenante. Je suis un être humain avec des droits et des devoirs. Je suis égal, mais la révolution viriliste, c'est plus que cela, c'est un combat. Contre les stéréotypes, contre les normes, contre les oppressions. C'est un appel à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. C'est un appel à la dignité, à l'autonomie, à la responsabilité. Je suis sensible, je suis émotif, je suis humain. Je gère mes émotions, je les exprime, je les canalise. Je ne suis plus prisonnier de mes mots, de mes angoisses, de mes colères. Je suis maître de mes émotions, je suis équilibré, je suis serein. Je suis serein. Révolution viriliste, je me réveille, je prends mes droits. Je refuse les stéréotypes, je suis unique, je suis fort. Je suis maître de mon corps, de mon cœur, de mon esprit. Je suis libre, je suis moi, je ne suis plus prisonnier. Révolution viriliste, je suis fort, je suis droit. Révolution viriliste, YouTube, c'est la révolution culturelle. C'est quoi révolution viriliste, je suis maître de mon corps. C'est quoi la culture? Premièrement, c'est quoi la culture? Est-ce que le Québec, dans ses écoles publiques, perpétue une culture? Moi, la réponse que j'ai eue autour de 2012-2016, non, ça marchait pas. Moi, ce que j'ai vécu personnellement, ce que j'ai vécu comme étudiant, qui était forcé de mentorer des jeunes tout le long de son parcours. Dont Philippe Lorange. Il va se reconnaître. C'est pas forcé, c'est lui qui est venu me voir. Donc, durant tout mon parcours, primaire, secondaire, cégep, université, moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt une fabrique de pseudo-intellectuels parce que, en dehors de ce qu'on va dire les STEM, sciences pures, ingénierie, on va rajouter, mettons, le droit, et quelques autres exceptions comme ça qui sont très difficiles d'accès, très difficiles à maintenir au niveau du professionnalisme. En dehors de ça, ce que grossièrement il est autour
du doctorat de philosophie, le diplôme SS Arts. Tout ça, pour moi, c'est de la bullshit. Oh! Plus... Ben, tu veux dire que c'est de l'endoctrinement. À quelle école, à quelle université tu étais? Dis-moi pas c'est du CAM, là, je vais comprendre. Du CAM, J'ai fait un an de physique à l'Université de Montréal. OK. J'ai été dans le bunker. Mais avant ça ou après, c'était qui? J'étais au cégep de Saint-Hyacinthe. En fait, tu n'as pas terminé à l'université. Who cares? Non. L'important, c'est on que... juge pas, là. Moi, je parle de l'éducation publique. C'était quoi que j'ai dit comme affirmation au départ? L'éducation publique. Ouais. J'ai pas dit l'université. L'université, c'est un autre dossier. OK. Moi, fait que tu parles de primaire, secondaire, cégep. Tout ce qui est apprentissage dans le diplôme SS Arts ne perpétue pas la culture au Québec. Mais tu vas pas répondre. C'est quoi la culture? La culture. Donc, c'est quoi la culture? La culture, c'est une langue, une religion, c'est une génétique, une géographie. C'est donc beaucoup de choses par de culture. Pourquoi révolution de culture? Parce que, donc, je me suis rendu compte à travers mon parcours qu'au niveau de toutes les sciences humaines, psychologie, géographie, démographie, économie, démonologie, sciences politiques, histoire, on n'apprenait pas les vraies affaires à l'école. On apprenait du remâché résumé qui découle souvent de ce que j'appelle les marxistes, les bobos urbains éduqués marxistes des années 60 ou 80. Et plus que j'étudie sur ces sciences humaines, à mon temps mort à moi, plus je découvre des vérités qui sont super simples, mais qui ont été occultées par des champs lexicaux appris dans les départements de sciences humaines. Fait que ça, tu parles du wokisme dans ces établissements-là. C'est vraiment ça, de ce dont tu décris là. Ben, si tu m'envoies dans la direction du wokisme, on va y aller direct. J'ai compris la semaine passée qu'en fait, le wokisme, c'est le matriarcat, la gynocratie, le régime des maisons longues féminisées. Les maisons longues féminisées, il n'y a personne qui l'avait vu venir, celle-là. Moi, je ne sais pas ce que c'est une maison longue féminisée. Ben, les maisons longues, voyons, histoire secondaire. Allons chercher la culture de l'éducation publique au Québec. Donc, dès la troisième année, quatrième année au primaire. Mais je suis pas en désaccord, là, mais je sais pas c'est quoi la maison longue. La maison longue. Troisième, quatrième année. Histoire. On avait un cours, puis là, on a géographie, histoire. Il fallait qu'on fasse on allait chercher des images des Iroquois, puis des Mohawks. Puis là, on faisait des présentations de c'est quoi les Autochtones, les Amérindiens. On disait même Amérindiens dans ce temps-là, dans les années 90. Et là, les Iroquois vivaient dans des maisons longues. Et là, tu avais plusieurs femmes avec plusieurs hommes, puis ils se partageaient entre eux. Bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy. Bienvenue en direct de la Révolution viriliste, épisode du 20 décembre 2024. J'ai dû construire mon temple intérieur, mon empire et ma baronnie, malgré la police du ton des bonnes femmes québécoises. Non! Je ne policerai pas mon ton. Je ne policerai pas mon attitude pour vous faire plaisir, car vous n'avez aucune emprise sur le Roche-10 au nom de Yeshua. Si je termine dans un monastère, le Roche-10 version musulmane gagnera malgré tout. J'aurai prophétisé le retour du Moyen-Âge, et dans tous les cas, la doctrine de force patriarcale reviendra avant ou après ma mort. Dans tous les cas, le wokisme de gauche et de droite québécois perdra face au rochdisme. Le rochdisme n'a pas d'opposition. Aujourd'hui, on va parler de l'enquête occulte sur la tentative de cancellation du rochdisme chez En toute franchise. Première entrevue en français de Jean-François Guerrier-Pi, expert de la cancellation depuis plusieurs mois. Le magicien André Pitre offre son expertise pour comprendre les ressorts intérieurs de la cancellation du rochdisme. Le panier de crabes canadien est mené par des bonnes femmes. Est-ce que les bonnes femmes sont les marionnettistes
derrière la cancellation du rujdisme. On va voir ça durant le courant de la soirée. J'espère que vous avez préparé un shooter de vodka, du popcorn, de la broche pour votre tuc, parce que ça va décaper, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que on prend les super chats et les abonnements si vous appréciez le contenu, le travail, le temps que je mets pour mes montages et cette revue d'actualité. Donc, c'est la guerre au wokisme, selon tout le monde. Et les wokistes de gauche disent que la droite a gagné. Mais je ne ressens pas cette victoire, autant dans l'actualité que dans ma vie personnelle. Non, je ne ressens pas cette victoire. Et Jean-François Guerrier-Épée est d'accord. André Pitt est encore dans son nuage. On va voir ça tantôt. Elon Musk est encore dans son nuage. On va voir ça dans le courant des prochaines semaines. Elon Musk a ouvert un front rojdien contre le wokisme. Il est en train de se rojdiser. Mais Elon Musk n'a pas encore compris que derrière le wokisme se cachent les bonnes femmes. Et derrière les bonnes femmes se cache un autre ennemi, plus important encore, avec quelque chose sur la tête, puis un trait connu par beaucoup de gens. Donc, Elon Musk n'est pas prêt encore pour prendre la pilule rouge. Marie-Pierre et Kathleen, les deux annulés de Cube, qui sont pas vraiment annulés. Parce que ce sont des woke. Ce sont des bonnes femmes, des princesses Disney, des grosses torches, des prostituées. À l'opposé, le chroniqueur Luc Lavoie est réellement cancellé. Parce que dans le cadre de la loi anglo-saxonne, il y a un principe qui s'appelle la présomption d'innocence. Et toute la droite woke, de Captain Cosmos à tout le monde a dit Luc Lavoie, ben bon pour toi. Ben bon pour toi. André Arthur au paradis, qui en a parlé aussi. Hein? Parce que, évidemment, tout le monde est encore émotif. Et ils n'ont pas aimé Luc Lavoie pendant la pandémie. Et donc, dès qu'on a un problème qu'on peut utiliser pour attaquer Luc Lavoie, on va le faire aux dépens de la présomption d'innocence, qui est le pilier de la loi et de l'ordre. Donc, on fait fi de la loi parce qu'on n'aime pas quelqu'un. Ça, c'est une attitude de bonne femme. Malheureusement, Cosmos, tu te tiens pas assez avec le rujdisme. En plus, Cosmos, il a aimé Wicked, le film. Un film de sorcière. Là, ça va pas, là. Il va falloir que vous lui passiez le message. Il a besoin d'une thérapie de conversion rojdienne. Cosmos a besoin d'une thérapie de conversion rojdienne. Parce que derrière le wokisme, pas le rojdisme, derrière le wokisme se cache le féminisme. Et surtout, les féministes de Schrödinger. J'en ai déjà parlé. Il faut qu'on remartèle le point. Donc, les féministes de Schrödinger, les woke de gauche et de droite, sont simultanément victimes et fortes et indépendantes. Jusqu'au moment où un apôtre du rojdisme, du virilisme ou du christianisme arrive et intercède pour corriger la bonne femme. Comme avec Amélie Paul. À ce moment, la femme forte et indépendante disparaît. Il ne reste que la victime et la personne à canceller. C'est l'hypothèse de base dans cette enquête, évidemment. Une enquête où se cache la gynocratie, le matriarcat, le régime des maisons longues. Vive le Québec. Taux d'emploi chez les femmes de 15 à 64 ans, Québec. Et 15 premiers pays de l'OCDE en 2023. On le voit. C'est le régime des maisons longues. Nous avons été
mis en dehors de la société. Les femmes ont pris le contrôle de la délibération politique et nous sommes en voie d'effondrement, mesdames et messieurs. La crise du logement a été choisie comme nouvelle de l'année selon les médias de bonnes femmes de Maison Longue. Parce que, évidemment, il n'y a pas de crise économique. Évidemment, il n'y a pas d'annexion canadienne par les États-Unis. Évidemment, il n'y a pas eu une tentative d'assassinat du président des États-Unis élu avant qu'il soit élu. Évidemment, il n'y a pas de crise de la fertilité historique. Non! C'est le logement. Je veux mon logement subventionné. Je veux mon HLM. Je suis une sorcière. Évidemment, la droite woke adore faire des honeypots et des thirst traps, des pièges à soif, pour grifter sur la porno de droite. C'est quoi la porno de droite? J'en ai déjà parlé. C'est toutes les petites nouvelles que j'ai dans mon segment Les sorcières de la semaine qui vous font rigoler, qui vous font dire « Ah mon Dieu, ils n'ont pas de bon sens les jeunes aujourd'hui! » Donc ça, c'est de la porno de conservateurs. Et tu rajoutes à ça des cheveux rousses, une belle chevelure rousse longue, une jupe courte, un décolleté, et tu fais semblant évidemment d'être une tradwife, ça te prend un crucifix dans ta photo, ça te prend une tarte que tu as fait toi-même au nom de l'idéologie tradwife, et tu fais de l'argent grâce à ça sans changer rien dans la société. Donc, on voit ici la gauche woke de Projet Montréal qui se cherche une prétendante pour remplacer Valérie Plante. Donc, vous voyez, c'est une petite Catherine Fournier. C'est une copie conforme. Elles sont sélectionnées un peu comme un casting de Hollywood. On voit ici celle qui va occuper la fonction de président du comité exécutif pendant la course à la chefferie de Projet Montréal. On voit que c'est comme une version plus laide de Valérie Plante, un peu comme t'as l'acteur principal et son cascadeur. Donc ça, c'est la cascadeuse de Valérie Plante, parce que évidemment, on coupe la caméra quand on met sa face. La droite woke d'Histoman qui a cancellé le rojdisme pour des propos misogynes inacceptables. Ne plus jamais mettre une femme en position de pouvoir. D'Histoman qui, la première fois que je l'ai téléphoné, m'a fait une série de jokes misogynes. En fait, il y a juste lui qui a eu des propos misogynes quand on a parlé les deux ensemble. Mais quand je fais ça en public, c'est pas correct. D'Histoman est un hypocrite. Et évidemment, il travaille pour les centrales syndicales. Procès pour triple meurtre à Brossard. Un père coupable des meurtres de ses 2 enfants et de sa conjointe. Évidemment, pour la droite woke, on utilise une attaque de méchants musulmans pour taper sur les méchants musulmans et vouloir la remigration homo-nationaliste nomotienne. Évidemment, la gauche woke et la droite woke ne défend pas Derek Chauvin. Derek Chauvin n'est pas comme le tueur du président de UniHealth. Évidemment, la droite woke a oublié les patriotes du 6 janvier. On a découvert que... c'est quoi déjà dans ce dossier-là? Je me rappelle plus c'est quoi le dossier. Je me rappelle plus. Mais donc, on va punir les vrais coupables. On va peut-être donner des pardons présidentiels. Dans tous les cas, moi, ce que cette nouvelle-là n'est pas à la bonne place. Un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule. Petite histoire d'une petite phrase. Donc, ça, c'était censé être à côté de la nouvelle de D'Histoman. D'Histoman qui m'a envoyé, m'a bloqué parce que j'ai dit plus jamais voter pour une femme. J'ai écrit plus jamais voter pour une femme quand Chrystia Freeland a
envoyé à 9 h le matin lundi sa lettre de démission en direct sur Twitter. Et là, donc, elle a démissionné comme ministre des Finances et membre du cabinet de Justin Trudeau. Un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule. Dans la lettre de démission, Chrystia Freeland, elle dit qu'elle se dédouane de l'idée du crédit d'impôt et de 250 $ de chèque par la poste. Donc, pendant presque 2 semaines, 1 mois, elle a vendu 2 mesures de son ministère et dans sa lettre de démission, elle s'est dédiée, comme Amélie Paul, en toute franchise, avec ses excuses qu'elle a faites au Rochdisme. Elle a renié sa parole. Et ça, c'est une raison pourquoi tu ne peux pas mettre une femme en position de pouvoir au Moyen-Âge, pendant qu'on est au retour de la doctrine de la force. Un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule. Et elle n'a pas fermé sa gueule. Elle est partie en créant un scandale, comme Jody, la ministre de la Défense de Justin Trudeau au début de son premier mandat. Dans le royaume des bonnes femmes, grosse torche et princesse Disney, le Rochdisme est roi. Parce que les bonnes femmes, les grosses torches, les princesses Disney n'ont pas de réponse face au Rochdisme. Et donc, la droite woke et la gauche woke ne peuvent pas être en présence du Rochdisme. Donc, il faut canceller le Rochdisme. C'est la thèse. C'est la grande thèse. C'est un peu le modèle d'affaires de Facebook. Évidemment, même si les femmes disent que le Rochdisme est misogyne, toxique, masculiniste, insécure, même dans tous les cas, le Rochdisme reste sexy et continue à faire exciter les bonnes femmes, les princesses Disney, les grosses torches et les sorcières. Donc, dans tous les cas, c'est pas moi qui le dis, c'est Amélie Paul. Dans tous les cas, quand tu as un membre de la droite woke devant toi, comme avec la gauche woke, ils vont défendre les ex-travailleurs du cul, les ex-prostituées, les ex-grosses torches, les ex-princesses Disney, les ex-sorcières, parce que il faut toujours garder en tête le féminisme de Schrödinger. Donc, on ne peut pas remettre en question leur choix de vie, leur comportement, et donc demander une reddition de compte. Elles sont toujours des victimes. Comme Nala Ray, la Aegao Girl, qui a encore des vidéos porno et un OnlyFans de ouvert. Après son baptême évangélique, elle utilise la croix et la parole du Christ pour vendre du porno à des petits évangélistes en chaleur. Et évidemment, des gens de la droite woke comme Michael Knowles, comme beaucoup de gens, des influenceurs de droite alternative, ils ont tous défendu Nala Ray. Ouais, il faut lui donner bénéfice du doute. Non! Nala Ray, au nom de Jésus-Christ, tu t'en vas t'asseoir en arrière de l'église, puis tu te tais. Tais-toi. Tais-toi. Donc, la droite woke, elle se dédouane de l'ultra-droite, la droite extrémiste, parce que quand on est à l'extrême, quand on n'est pas à l'extrême, on n'est pas en danger de mort. C'est peut-être une autre des raisons pourquoi nous sommes cancellés. Le Rochdisme, Jean-François Gariepi, Nick Fuentes. Donc, Nick Fuentes a contre-attaqué une obsédée qui le stalkait jusqu'à chez lui. Il l'a poivré, il l'a poussé en bas des escaliers, il a pris son téléphone. Évidemment, il s'est renseigné sur le téléphone. Et il ne s'est pas auto-incriminé quand l'enquêteur a enquêté comme un champion. Et donc, c'est un vrai Tchad. C'est un vrai Tchad. Et le 18, donc avant hier,
un autre fou furieux est arrivé chez Nick Fuentes pendant qu'il est en train de live streamer. Il est arrivé avec une arbalète, avec un gun, un pistolet, qui est peut-être un BB gun. En tout cas, le gun il avait l'air d'avoir une flashlight en dessous. C'est pas confirmé. Il y avait au moins un lacet détaché. Ce qui tend à démontrer que le gars était fou furieux. Il venait de tuer 3 personnes. Il est arrivé chez Nick Fuentes, il a cogné à la porte, il a sonné, il a crié. Il n'y a personne qui a répondu. Les policiers sont arrivés. Il a tué 2 chiens chez un voisin et il s'est fait dégommer. Donc, la droite woke, évidemment, les bonnes femmes ne veulent pas être adjacentes à ces acteurs, ces opérateurs, ces barons, ces membres du regisme, parce que ça leur fait peur. Évidemment, c'est le cortisol. Elles n'ont pas la testostérone et le bouclier rojdien pour se prémunir devant ce stress-là. Donc, c'est ça. Cet homme-là qui est arrivé chez Nick Fuentes s'appellerait, selon Colin Rugg, John Lyons, 24 ans. Et il aurait émulé Luigi Mangione, le tueur de UniHealth. On voit ici le vidéo. Il semble avoir une petite flashlight, vous voyez, en bas du canon. L'arbalète avec la grosse crosse et tout, qui ressemble à une mitraillette quand ça ne regarde pas. Là, mais quand il arrive, tu vois bien que c'est une arbalète. Le gars, il n'était pas préparé. En tout cas. Donc, évidemment, c'est assez clair maintenant, en 2024, que le dox est une tentative de meurtre. Quand tu doxes quelqu'un, c'est une tentative de meurtre. Et j'ai été victime d'une tentative de meurtre par le cercle de sorcières bananistes. On voit ici le triple homicide du suspect John Lyons en question. Donc, Roxane la banane a des fans qui sont coupables d'une tentative de meurtre à mon égard en ayant doxé mon adresse. Des élus de Saguenay victimes d'intimidation sur Facebook. Dans la réalité, personne s'en calisse du doxage de Nick Fuentes, du doxage et de la tentative de kidnapping de Jean-François Gariepi et le doxage du regisme. Et même de la cancellation du regisme. Personne s'en calisse. Ce qui va arriver, dans tous les cas, c'est que toutes les lois contre le harcèlement, le cyberharcèlement, l'intimidation, vont être utilisées non pas pour protéger les membres de la population, mais pour protéger les boss. Pour protéger les élus, pour protéger les sorcières, les bonnes femmes, les princesses Disney, pour défendre la droite et la gauche woke. Dans tous les cas, nous sommes perdants. La droite woke, c'est par exemple Aude Lancelin. Non, la gauche woke, c'est Aude Lancelin qui faisait partie de la gauche populiste de Jean-Luc Mélenchon. Elle avait fait un média avec d'autres journalistes populistes à l'époque de la première élection de Mélenchon, 2012. Et dans le temps qu'il faisait une plateforme un peu milléiste. Quasiment. Et là, Aude Lancelin lance son média et commence à faire un scandale. Et elle a gagné son scandale en cours parce que les bonnes femmes, les woke de gauche et de droite, elles ont un bonus dans les procès travail-famille. C'est comme un bonus dans les jeux de rôle. +2. +2 dans les jets de droit devant un juge parce que, évidemment, le juge prend en victime les bonnes femmes, les princesses Disney, les grosses torches, les sorcières. Donc, 41% des jeunes électeurs disent qu'ils trouvent que c'est acceptable l'assassinat du président de United Healthcare par Luigi Mangione parce qu'il le mérite un peu. C'est un exemple de retour à la doctrine de la force. Une bulle qui mérite d'éclater. Oui, mesdames et messieurs, une bulle qui mérite d'être éclatée. La bulle des universités, des maisons longues, woke de gauche et de droite. Parce que c'est quoi le dénominateur commun de la crise? C'est l'endoctrinement des bonnes femmes dans les universités et les cégeps. Et même dans les écoles secondaires et les écoles primaires.
tout ce qui est sciences humaines et sociales est fait pour créer des petites sorcières et des princesses Disney et des grosses torches et des golems de chair. Et émasculer les hommes. Et quand les hommes sont émasculés, que les femmes deviennent des grosses torches, des sorcières, et que le taux de fertilité s'effondre, et que plus personne ne veut travailler, on fait rentrer les hordes de barbares. Ce qui fait que maintenant, on a un excédent d'hommes au Canada entre 20 et 29 ans. 10% plus d'hommes. C'est un énorme danger, mesdames et messieurs. Il y aura un djihad pour nos jeunes femmes prochainement. Donc, anyway, ils ne sont pas mariables. Hashtag passport bro. Et la droite woke, c'est aussi Benjamin Tremblay de 7 jours sur Terre qui ne peut pas accepter un débat contre le rochedisme pour débattre de la souveraineté du Québec. Souveraineté de qui? Souveraineté à quoi? Souveraineté envers qui? Envers quoi? C'est un discours risible qui mérite une contradiction, mais la droite woke ne peut pas accepter une contradiction. Les femmes ne veulent pas débattre et se battre. Les femmes veulent le consensus et la gestion des émotions et l'égalité de paye versus le libre marché et le droit naturel. Et ce qui fait avec l'égalité de paix, c'est que il n'y a plus personne qui... tout le monde, toutes ces bonnes femmes-là se pensent supérieures à la majorité des hommes. Et elles pensent toutes qu'elles peuvent avoir un Chad comme un homme de plus que 6 pieds qui pratique de la boxe, qui est capable de s'occuper d'un enfant, qui fait la cuisine, qui est indépendant financièrement. Elles pensent toutes qu'elles peuvent le mériter. Oui, elles sont toutes parfaites, ce sont des princesses. Mais mesdames, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est est-ce que l'homme va vouloir de vous pour une relation? La vraie question, c'est pas est-ce que l'homme vous mérite. La vraie question, c'est est-ce que vous méritez la relation de l'homme que vous convoitez? Et là, on continue l'enquête, mesdames et messieurs. On s'en va contacter André Pitre pour aller plus loin dans cette droite woke. Est-ce que c'est réellement les bonnes femmes ou bedon les sionistes ou bedon d'autres personnes qui sont derrière la cancellation du rochedisme chez En toute franchise? On se revoit dans une vingtaine de minutes. Alors bonjour tout le monde, nous continuons notre enquête sur la cancellation du rochedisme. Et donc j'ai invité un expert de la cancellation, André Pitre, magicien niveau 10 avec une spécialisation en illusion et en hypnose, fondateur de Lux Media, pionnier patricien en chef du financement du rochedisme et de la plateforme Vidéon, et aussi un expert complotiste. Donc, salut André, merci d'avoir accepté de participer à cette enquête. En passant, je me lance dans le vide, hein. Yann, il m'a envoyé cette invitation-là il y a quelques heures et je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Oui, exactement. Donc, je sais pas si tu as écouté l'entrevue du rochedisme en direct dans toute franchise avec Amélie Paul et Stéphane Hamel. Oui, oui, absolument. Donc, depuis cette entrevue, le rochedisme a été cancellé. Ben oui, on va canceller de où? On ne sait pas trop. Je soupçonne que c'est la droite woke. Mais, donc, je voulais avoir ton propre avis. Quelles seraient selon toi les causes de la cancellation dans cette entrevue ou autour de cette entrevue qui aurait provoqué la cancellation du rochedisme? Est-ce que ce serait la misogynie, la haine des femmes, le complotisme? Est-ce que le rochedisme a été blessé par le système dans son enfance et donc il n'est pas assez sage? Est-ce que le rochedisme est sous influence étrangère? Est-ce que le rochedisme est antisémite à cause de sa position anti-génocide sioniste? Selon toi? Ben écoute, les cancelleux, c'est les woke. Ben oui. C'est eux autres qui cancellent. Et je me rappelle au début de l'aventure Lux Media, puis même avant,
les woke qui étaient à l'époque, on disait pas que c'était des woke, on disait plutôt que c'était des social justice warriors. Oui. Ou des postmodernistes, des intersectionnels. Bon, disons que leur groupe a changé de nom à travers le temps. Et eux autres, ce qui chicotait énormément, c'était toute posture anti-immigration, mais surtout anti-immigration musulmane. Ça les écœurait bien gros. Et aussi, on m'a traité d'antisémite, mais à ce moment-là, comme toujours aujourd'hui, les étiquettes se lancent là, à la volée. Puis on les lance, puis c'est pas grave. Ça colle pas. Alors que maintenant, avoir une posture anti-juif, et en passant, j'ai jamais eu aucun propos antisémite, là, mais présentement, une posture anti-juif, ça, c'est bon pour eux. Les woke aiment ça, cette posture-là. Donc, ils traitaient les gens d'antisémites à l'époque, puis aujourd'hui, ben, c'est les numéros 1 à critiquer Israël. Puis c'est correct. Ils ont droit à leur opinion. Donc, l'immigration, quand tu as une posture anti-immigration, ça les chicote énormément. Mais si c'est anti-immigration musulmane, c'est sûr que tu es sur le target. Ce qui est écœure aussi, ça a évolué avec le temps parce qu'on dirait que les woke ont des nouvelles missions. Hein, ils vont voir le barde dans le village. Quelle est ma mission aujourd'hui? Tout ce qui est le moindrement critique l'agenda LGBTQIA, etc., etc. Ça, tu es sur le target, c'est sûr. Donc, non seulement le fait de critiquer le LGBT fait de toi une cible, mais de promouvoir l'inverse, c'est-à-dire la famille, le virilisme, le prendre ses responsabilités, les enfants, ça les écœure aussi. C'est un trigger également. Donc, pas juste critiquer leur posture, mais de faire la promotion d'une posture inverse à la leur, ça va les triguer assez pour qu'ils tentent de te canceller. Donc, selon toi, dans les spectateurs, les abonnés, les fans, dans toute franchise, il y a un cercle de alphabet people qui ont pris en grippe le rojdisme et le virilisme. Ben écoute, si tu parles de leur auditoire, c'est sûr que tu as des woke qui vont écouter l'auditoire parce qu'ils ont comme une espèce de vibe franc-maçon sataniste. Et ça, c'est sûr que ça va aguicher les woke. Puis, je disais un vibe, là. Moi, je la connais, Amélie Paul et Stéphane Hamel, je les aime beaucoup. Surtout Amélie Paul, que j'aime beaucoup. Mais ils vont se moquer souvent du christianisme, etc. Donc, ça fait des gens qui servent le démon. Hein. Si tu ridiculises le christianisme, tu ridiculises le Christ, puis tout ça, ben forcément, t'es imbu de cette je sais pas trop, là. Qui serait derrière ces blasphèmes? Est-ce que ce serait des gens qui viennent d'une région en particulier? Mon Dieu, OK. Toi, tu t'en irais. Je ne crois pas. Je sais pas. Non, je ne croirais pas. Qui est le marionnettiste derrière Amélie Paul et Stéphane Hamel? Non, je pense pas qu'il y ait de marionnettiste derrière. En tout cas, pas Amélie Paul, ça c'est sûr. Je pense qu'Amélie, elle veut juste gagner sa vie avec sa passion. Elle veut gagner sa vie comme toi, comme moi. Elle veut gagner sa vie en faisant ce qu'elle aime, puis elle cherche à faire réfléchir les gens, les divertir. Elle a une longue carrière, elle, dans le divertissement. Fait que c'est ce qu'elle veut faire. Mais je pense pas, moi, qu'il y a d'agenda politique derrière. Amélie Paul, c'est un humain, puis elle aime ça quand les gens l'aiment. Alors, elle essaie de pas choquer les gens. Elle va être relativement prudente, beaucoup plus prudente, par exemple, que Stéphane Hamel. Je pense pas qu'il y ait personne qui tire leur ficelle à eux. Mais dans leur auditoire ou dans leur entourage, ça peut arriver, comme par exemple, un moment donné, Ken Pereira, on a cancellé une entrevue avec lui parce que le technicien, il aimait pas le fait que Ken critique Sylvain Laforêt, puis des affaires de même, tu sais. Bon, il y a de la petite politique qui joue alentour de ça. Et là, il ne travaille plus avec Michel. Je pense que c'est Michel, je ne suis pas sûr. Là. Il me semble que c'était ça l'histoire. Si jamais c'est pas ça, je m'en excuse. Mais il y avait de la politique qui a fait que, etc. Il y a peut-être de la politique qui va faire que toi, tu seras cancellé parce que justement, tes amis de la Naudière, ben, eux autres,
sais, ils ont une certaine popularité et tu veux pas leur déplaire. Alors, si j'invite son ennemi, ça peut peut-être faire un froid. Moi, je pense qu'il faut pas... Là, il y a les centrales syndicales, parce que le rojdisme a pris position contre les centrales syndicales dernièrement. Donc, ça commence à complexifier la game. On se croirait en Syrie. Écoute, c'est que toi, tu as pris plusieurs postures à contre-courant. Plusieurs. Je pense qu'en fait, la marque du rojdisme, c'est de faire exprès pour prendre des postures à contre-courant. Ouais, mais dans le fond, c'est que tu vas quand même pas prendre une posture contraire à tes valeurs juste pour être à contre-courant. Là. Ben, c'est qu'en fait, à moins que tu trolles. Toutes les positions présentement mainstream doivent être à contre-courant si on veut être chrétien. Oui, effectivement. Ça, c'est sûr et certain. Donc, tu as plus de chances, si tu veux être dans la justice, si tu veux être dans la vérité, si tu veux être dans les valeurs chrétiennes, les valeurs de famille, les valeurs de prospérité, de justice, etc., forcément, tu vas être à contre-courant. Tu fais juste parler de Jésus ou tu fais juste parler de religion chrétienne, puis il y a bien du monde qui ont des boutons, incluant beaucoup de monde dans notre auditoire. Si, par exemple, tu oses critiquer Trump dans notre auditoire, ça va crier. Je pense que les syndicats, ça, c'est correct. Je pense que les gens se réveillent maintenant que les syndicats, dans le fond, et le patronat sont la même équipe. Mais ce qui chicote, ça dépend. Là. C'est sûr que tu vas chicoter des gens. Quand tu vas critiquer les femmes, ça, c'est même de notre côté, à nous autres, c'est bien, bien, bien dangereux. Moi, je le fais tout le temps avec énormément d'humour. Puis je le fais quand mon épouse est avec moi dans la pièce, qui est encore plus drôle. Mais c'est ça, de prendre une posture pour, dans le fond, juste mettre un miroir devant les femmes en disant, les femmes, on vous a berné. Tout ce qu'on vous a vendu depuis votre naissance est un mensonge. Ces gens-là ne veulent pas votre bien. La seule façon pour vous d'être heureuse, eh bien, c'est à l'intérieur du mariage, puis de la monogamie, puis etc. Tu sais, d'être Ben, le rojdisme, c'est ça. Vous ne serez pas heureuse sinon. Ou vous allez prendre des pilules, ou tu sais, bon. C'est comme, prends Amélie Paul, je l'ai écouté l'émission. Elle épouse le rojdisme dans sa vie de tous les jours. Mais elle n'aime pas le ton. Elle n'aime pas se le faire dire. Exactement. Mais c'est ça, elle s'est abandonnée dans les bras d'un homme qui sait exactement ce qu'il fait. Ben, sauf une exception. En fait, elle a avoué être une féministe parce qu'elle a reconnu qu'elle prend des décisions d'affaires sans son consentement. Chut. Donc, ouais, mais il y avait un bémol là-dedans. C'est elle le boss. C'est elle le boss. Elle le sait, elle le dit, elle le reconnaît, c'est une féministe. Et en fait, c'est ma position. Mon hypothèse numéro 1, malgré que tu as lancé des bonnes flèches à poursuivre dans l'enquête, mais selon moi, elle fait partie des maisons longues, mais à droite de la maison longue. Donc, dans la maison longue, il y a un bout à gauche, puis il y a un bout à droite aussi. Mais Amélie, elle était un peu une éponge aussi, hein? C'est-à-dire que et puis moi, comme moi, j'étais une éponge au début de Gauche-Droite Titan. Oui. Je me cherchais encore. T'étais au centre. J'étais au centre, avec peut-être un petit lean à gauche. Jeff Plante me tapait ses nerfs, alors que je l'adore aujourd'hui. Alors, elle aussi. Donc, il s'agit juste qu'elle soit en contact plus souvent. Ça ne marchera pas, là, parce que là, elle a décidé de canceller le rojdisme, donc il va falloir que... Attends, mais comment ça, elle l'a cancellé? Je l'ai vu, l'entrevue. C'est terminé, là, le rojdisme est cancellé par En toute franchise. Là. OK, tu dis qu'En toute franchise regrette de t'avoir invité? Oui, regrette, puis 10 ans de bannissement. C'est 10 ans mais pourtant, de bannissement. C'était une excellente entrevue. En fait, c'était probablement leur meilleur show de l'année. Surtout avec la version pour abonnés payants qui était encore pire parce que je venais de corriger Amélie Paul. J'ai corrigé Amélie Paul pour un mauvais comportement. Et c'est peut-être aussi une raison pourquoi elle n'a pas apprécié l'expérience. Est-ce que Joe Lindigo a été cancellé? Non. Il y a juste parce que Joe Lindigo, il est arrivé là avec ses grosses bottines. Stéphane Hamel a plus regretté le rojdisme que Joe Lindigo et ils ont dû faire un show complet de 4 heures pour débriefer le rojdisme. Ben voyons donc, j'en ai manqué un petit bout. T'en as manqué pas mal, là. Non, mais moi j'ai vu ton entrevue.
Ah, il y a ça, par exemple. Quand ils sont partis derrière le paywall, c'est là que moi j'ai arrêté. C'est ça. Ben là, après ça, va faire, j'allais m'abonner. Je corrige Amélie Paul. On se calme un peu. Le deuxième partie. Attends, quand tu dis tu la corriges, ça veut dire qu'elle dit quelque chose et tu la remets. Non. Ça veut dire qu'on s'est ostiné pendant l'entracte. Puis qu'elle a eu un comportement qui manquait de savoir-être. Et je l'ai corrigé. J'ai dit, ça se fait pas qu'est-ce que tu fais là. Tu agis avec un manque de savoir-être et ça se fait pas. OK, donc finalement, elle était pleinement dans ses émotions. Non, elle s'est bien contrôlée. OK, parce qu'Amélie Paul, c'est pas quelqu'un qui pogne les nerfs. Là, elle s'est excusée à moitié. J'ai refusé les excuses à moitié et j'ai expliqué pourquoi. Mais à la retransmission du direct, elle a, quand ils ont débriefé une semaine plus tard, elle a nié s'être excusée. Et là, il y a 3 témoins qui l'ont entendu et vu s'excuser de mon bord. Donc, elle s'est excusée à moitié. J'ai refusé les excuses à moitié. J'ai expliqué pourquoi. Tout le monde a ri. Et ensuite de ça, elle a nié les demi-excuses. Et on est rendu là. On est rendu à la cancellation du registre. J'ai de la misère à comprendre parce que Amélie Paul, elle aime la controverse, là. Elle aime la controverse. C'est son produit depuis longtemps. Est trop dangereux pour Amélie Paul. Puis s'ils veulent être mainstream, ben le rojdisme, si tu l'invites à ton émission, ben tu peux quand même être mainstream parce que qu'est-ce qu'ils aiment les gens? Tu sais, les normies, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment le conflit. Ils aiment le conflit. Ils aiment ça quand ça brasse. Exemple, dans notre gang à nous, là, ils vont dire « Oh, on n'aime pas ça, nous autres, quand il y a de la division. » Non. Vous adorez la division parce que vous adorez prendre position. Vous adorez ça. OK? Arrêtez de dire que vous n'aimez pas ça. Je veux dire, il arrive une niaiserie entre 2 personnes. Une niaiserie. Puis ces 2 personnes-là, 30 secondes après, ils ont passé par-dessus. Mais les gens, eux autres, dans 2 semaines, sont encore en train d'amplifier ça puis d'en parler. Ça veut dire que vous aimez ça, le conflit. Oui. Ben, moi, je trouve ça malheureux, surtout qu'ils savaient à quoi s'attendre. Ils savaient. Tu sais, je veux dire, il y a eu l'épisode avec les gens de la Naudière. Tu sais à quoi t'attendre quand tu invites Yann et Mathieu, surtout Yann. Puis en plus, j'ai presque pas parlé. Ben, quand même. Dans la première moitié, là, j'ai presque pas parlé. Ma mère, elle me l'a dit après. Elle dit, ils t'ont pas laissé la parole, mais quand tu prenais la parole, ils t'écoutaient. Ouais. Mais c'est plus eux autres. C'est plus un talk show. Ben oui, c'est 2 filles. C'est-à-dire, c'est pas une entrevue qu'ils font vraiment. C'est plus un talk show. Donc, comme le produit, c'est Amélie Paul, c'est Stéphane Hamel qui invite quelqu'un, puis les 3 jasent ensemble. C'est pas une entrevue. Ouais, c'est ça. Puis, fait qu'eux autres, ils sont les vedettes de leur émission. Puis ils invitent des gens souvent qui sont beaucoup moins vedettes qu'eux. Et non pas, par exemple, d'autres gens qui vont faire exactement le contraire. C'est des gens qui n'ont pas vraiment d'étoiles et qui vont inviter des gens beaucoup plus connus qu'eux pour se donner du prestige. Alors, ils vont laisser parler l'invité parce que les gens, c'est ça qu'ils veulent. Dans leur cas à eux, ils invitent des gens souvent qui sont moins connus qu'eux. Alors, c'est sûr que c'est eux autres qu'il faut qu'ils drivent le show. Ouais. Mais ça, je suis surpris, par exemple. Je suis surpris parce que Amélie, moi, j'écoutais l'entrevue, là, puis peut-être même ça l'écœurait d'être en accord avec toi, mais je te dirais que elle épouse pas mal le rojdisme. Puis le fait de dire, ben moi, je prends des décisions. Un instant, on n'était pas là. On n'était pas là. Lorsqu'il y aura une vraie décision, Yann, une vraie décision d'affaires importante, les femmes, là, sont craintives. C'est garanti qu'elle va demander à son chum entrepreneur. La question était assez claire quand j'y ai posé. Mais c'était assez clair. Non, elle a reconnu que les stresseurs et les expériences négatives l'impactaient aussi bien que comme un gars, puis elle était forte et tout. Là, le discours féministe. Oui, mais moi, là, pour avoir parlé à Amélie Paul souvent, c'est... Il y a des féministes aussi chez les chrétiennes. Andrew Wilson, il appelle ça c'est une femme qui est forte. chrétienne. C'est une femme forte, mais c'est une femme également
tu sais, qui a vécu des épreuves, puis que ces épreuves-là l'ont mis à terre. Avec des hormones, ben oui. Ils l'ont mis à terre, ces épreuves-là, comme l'affaire avec notre ami, là, qui est décédé. Voyons. En tout cas, le chanteur, comment son nom? En tout cas, il est venu à quelques reprises au studio, il est super fin, tout le monde l'aime. Il a passé à Oprah. Ah merde. En tout cas, je suis désolé, c'est pas le genre de nom que je devrais oublier comme ça, là, mais quand il est décédé, ça a été une grosse épreuve pour elle. Puis on l'a accusé de toutes sortes d'affaires. Elle s'est fait traîner dans la boue. Elle a trouvé ça vraiment dur. Puis tu vois que c'est une femme. Puis c'est une femme normale. Là. Une femme, elle va avoir beaucoup plus de difficultés à passer à travers ces épreuves-là qu'un homme. Je ne dis pas que tous les hommes, toutes les femmes, je te dis règle générale. Donc, Amélie Paul, moi, quand elle me parle d'elle. Tu sais, je vois que c'est une femme qui est forte, qui est déterminée, qui est intelligente, a beaucoup de qualités, mais c'est une femme aussi qui a besoin d'un homme sur qui s'appuyer. Mais est-ce qu'elle est, selon toi, réparée ou réparable ou pas réparée? Écoute, je la connais peut-être pas assez pour ça, par exemple, là, mais moi, je pense qu'elle, dans son couple actuel, là, si elle a des blessures, c'est en train de se réparer. La manière qu'elle me décrit son chum, c'est un gars qui sait qu'est-ce qu'il fait, qui est solide, qui est alpha, puis une femme dans cet environnement-là, elle se répare. Donc, elle est en processus de réparation. Oui, définitivement. Mais là, ouais. Pour dépasser la cancellation du Rush 10, quelle stratégie l'acteur du Rush 10 et le fondateur du Rush 10 devrait-il prendre? Est-ce que Yann Rushdie, le fondateur, Yann Rushdie, l'acteur, devrait faire comme Tim Pool et se faire acheter par des sionistes? Est-ce que Yann Rushdie devrait faire comme Alex Douville et faire un DEP pour aller travailler dans des minières? Est-ce que Yann Rushdie devrait faire comme les Nomotiens et aller fourrer des musulmans en Égypte? Il est trop tard pour ça. Ils ont fait ça dans leur vingtaine. T'es trop vieux pour ça. Donc, est-ce que, en fait, Yann Rushdie devrait canceller le rushdisme? Non, pas du tout. Ben non. Prends comme exemple Nick Fuentes. Écoute, tu peux absolument pas prendre Alex Douville. Alex Douville a eu la pire réaction imaginable au plus petit stresseur imaginable. Bon, je comprends que le domaine de l'humour... Ouais, tu comprends pas le domaine de l'humour. Le cercle de sorcières de l'Union des artistes, de Juste pour rire et de la liste de dénonciation MeToo, c'était un cercle de sorcières haut niveau. Oui, mais tu continues, je veux dire, il y avait accès à notre studio à l'époque. Il faisait des émissions à notre studio. Il avait accès à notre plateforme. Tu n'as pas besoin de ces gens-là. En fait, Alex Douville aurait pu devenir l'acteur du rushdisme. Ben, il aurait pu créer son brand puis arrêter de dépendre de cette gang de suceux de subvention-là puis de suceux de woke, là. Regarde, là, je te donne un studio, là. Tu viens quand tu veux, tu fais tes émissions. Il t'a d'ailleurs invité. Je pense que c'était la première fois qu'on se voyait pour vrai. Oui. Quand tu as été interviewé par lui. Il y avait un beau produit, c'est un gars brillant. Il est drôle, il a tout. T'as tous les outils. Mais il n'y a pas de garde de se relever de ça. Alors, Alex Douville, définitivement pas. Mais regarde, Nick Fuentes, là, il est comme toi, là. Il est rigide dans sa pensée et il écorche partout ce qui passe. Personne n'est à l'abri avec ce gars-là. Personne n'est à l'abri de la critique. Tu sais, Yann, c'est mon grand chum, mais je ne suis pas à l'abri de sa critique. S'il y a de quoi à dire, il va le dire, puis il va le dire en public, puis il garde, tu sais, étouffe-toi avec. Nick Fuentes, c'est ça. Il décide de se laisser pousser une moustache, il se laisse pousser une moustache. On s'en fout. Il arrose. Puis là, c'est comme... Puis là, il y a des tripeux de woke, des tripeux de Trump, là, trip sur Trump, là, puis là, le monde tripe sur Trump, il aime écouter Nick Fuentes. Puis à un moment donné, tu ramasses Trump, là, m'en sac. Fait que c'est peut-être lui ton modèle que tu devrais faire. Continuer exactement ce que tu fais là. Et le fait que tu vas rester fidèle à ta doctrine va attirer des gens qui vont dire « Oui, je peux suivre ce gars-là. C'est pas un flip-flopper. C'est pas quelqu'un qui va au gré du vent. C'est pas quelqu'un qui est là pour faire plaisir aux gens. C'est quelqu'un qui a une doctrine, est solide et je peux m'en inspirer. »
Et il y a un livre qui va s'en venir en 2025. C'est le nouveau manifeste du refus global. Donc, le Rochdisme va réinventer le refus du global parce que, évidemment, vu qu'on est dans une période de révisionnisme historique, je vais réviser le manifeste du refus global qui était un manifeste de Tarlouse. Donc, on va le revisiter, on va le remettre, le rechristianiser. Et donc, ça va être un lancement chez Lux Media à la fin de l'année. Si jamais tu veux triguer les gens encore plus, pourquoi ne pas faire le rochdisme expliqué aux enfants avec des illustrations? Et rebonsoir tout le monde! Donc oui, c'était préenregistré. Oui, le son était pas bon de mon bord. Parce que c'est la première fois que j'essayais des entrevues comme ça avec le logiciel de communication Brave. Et donc, évidemment, la deuxième entrevue avec Jean-François Gariepi aussi ne sera pas parfaite. Donc, arrêtez de commenter sur le style de son. J'ai compris. Je vais travailler là-dessus. La prochaine fois, on va avoir 2 micros. Et là, je vais utiliser mon micro sans fil pour parler sur Brave. Et je vais utiliser ce micro-là pour enregistrer sur OBS. Et tout sera beau. Comme ça, il n'y aura pas de auto-gain qui va saboter le son, l'égalisation du son. Donc, c'est la première fois que j'essaie des trucs. Va chier avec tes préenregistrements. Ben, pourquoi je fais ça des préenregistrements? Parce qu'il n'y a personne qui est capable de faire des lives en même temps. Donc, maintenant que tout est dit, on continue l'enquête sur la cancellation du rochdisme. On a des manchettes. Donc, le Canada, le plus beau pays au monde avec une identité et un but social. Donc, c'est peut-être parce que le rochdisme n'est pas assez gauchiste, comme en 2012, quand il était dans la rue en Bédène, pour sauver les frais de scolarité gratuits. C'est le Canada. Si vous voulez vivre sous Donald Trump, ben, vous pouvez quitter. Donc, faire comme Jean-François Gariepi et fuir le régime des maisons longues. Énoncé économique, le déficit fédéral explose de 62 milliards de dollars pour 2023-2024. Donc, c'est la grosse nouvelle. Effondrement du cabinet de Justin Trudeau avec évidemment un nouveau cabinet cet après-midi, juste avant que l'émission commence. Déficit record 62 milliards. Ça n'a juste pas de bon sens, mais évidemment, on a trouvé un économiste pour défendre ce budget-là. Et l'Union antiraciste contre les stéréotypes dénonce Desjardins qui a envoyé un économiste stéréotypé pour défendre un budget indéfendable. Et donc, il y aura une hausse des stéréotypes au niveau de l'intelligence des Africains. C'est obligé. C'est obligé en voyant ce genre de nouvelles-là. Tu peux pas être un petit peu plus raciste. Un petit peu plus raciste. Donc, un déficit projeté à long terme gigantesque. On va être rendu dans les trillions de dollars. Mesdames et messieurs, ça veut dire des intérêts de 60 milliards par année. On a le même problème aux États-Unis avec une Continuing Resolution qui envoyait des milliards et des trillions de dollars et des lois inutiles et des trucs complètement farfelus. Crise à Ottawa, tous les yeux tournés vers Justin Trudeau après la démission de Chrystia Freeland qui a refusé de fermer sa gueule comme ministre. Elle a causé un scandale. Donc, les députés, les membres du cabinet quittent un à un. La lettre ici, le matin, sur Twitter, vous la voyez où elle dénonce quelque chose qu'elle a soutenu. Donc, ça s'appelle de l'hypocrisie. Donc, c'est ça. Hélène Buzetti, chroniqueuse, qui confirme qu'elle vantait le congé de TPS un jour avant sa lettre de démission. Va chier. Hypocrite! Tu ne peux pas donner ta confiance envers une femme woke. En fait, une femme woke, c'est un pléonasme. Envers une woke. Donc, réaction de Donald Trump à la démission de Chrystia Freeland. Elle ne va pas nous manquer. Donc, troll qui continue. Troll Trump qui continue. Le Canada, une vraie joke. Titre le Journal de Québec. Et Pierre Poilievre qui partage. Donc, un autre truc.
quand tu as des leaders étrangers qui parlent d'annexion de ton pays, qui n'est pas vraiment un pays, mais qui est membre d'un Commonwealth, donc de jurer, on est sous un autre parapluie. Quand ça arrive, ça s'appelle de l'ingérence étrangère. Puis, en général, un pays uni va s'unir derrière une ingérence étrangère aussi flagrante que celle de Donald Trump depuis un mois. Donc, on est gouverné par des bonnes femmes woke. Autant à gauche qu'à droite. Départ de la ministre des Finances, Trudeau a-t-il perdu la confiance de son cabinet? Démission de Chrystia Freeland, une onde de choc qui fragilise le Canada. Trudeau makes fresh bid to recruit Mark Carney amid tensions with Freeland. Donc, la rumeur veut que l'ex-gouverneur de la Banque d'Angleterre, ex-gouverneur de la Banque du Canada, ex-membre influent de la Bank of International Settlement, le banquier des réserves centrales, Mark Carney, qui est donc un haut mandarin de l'Empire anglo-américain. C'était lui qui était censé devenir le ministre de l'économie pour un peu préparer son arrivée comme chef du Parti libéral pas aux prochaines élections, mais celles suivantes. Donc, c'est un peu le début de sa carrière de politicien parce qu'il n'y a personne d'autre qui est capable de prendre la POC chez les Whigs au Canada. Dernière heure, le ministre Dominique Leblanc qui deviendra ministre des Finances cet après-midi. Ça, c'était juste après la démission de Chrystia Freeland. Donc, le bonus de 250 $, on ne l'aura pas finalement. François Legault est un mangeur de POC, dit Mark Miller. Donc, ça, c'est au niveau des tarifs. Rencontre Legault-Trump. Est-ce qu'on peut éviter des tarifs? Il m'a dit oui. Donc, autre truc. Quand on a de l'ingérence étrangère et une guerre commerciale qui se prépare, tu offres un front uni encore une fois. Et donc, faire transpirer des communications que tu as de ton bord avec l'autre dude, Trump, ça va contre ton front uni. Tu fais pas ça. Donc, si Legault faisait vraiment partie d'une coalition canadienne forte, il serait en conférence de presse avec tous les premiers ministres, puis à chaque fois qu'ils parlent des tarifs, ils seraient tous ensemble pour parler des tarifs. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on est gouverné par des idiots. Et donc, Joint Strike Force qui veut bolster, qui veut renforcer la frontière, la sécurité de la frontière avec les menaces de tarifs de Donald Trump. Donc, une force conjointe d'attaque, une force de travail conjointe. Ça s'appelle donc un tutelage. Hein? On est sous tutelle. Le Canada est sous tutelle parce que c'est ce qui va continuer si on n'accepte pas la tutelle de l'Empire anglo-américain. Vous voyez, la chute est drastique. La chute est très drastique. Le dollar américain qui s'effondre présentement. Et donc, on pouvait chialer tant qu'on voulait devant Stephen Harper. En fait, même avec Chrétien et Paul Martin, on était mieux gouverné que présentement. Et c'est un déclin qui est accéléré, qui est inenvisageable. C'est incroyable qu'est-ce qu'on est en train de vivre. On voit ici donc l'économie canadienne qui est directement liée à l'économie américaine. Donc oui, c'est clair que les Américains se tirent dans le pied avec ces tarifs-là, mais si le but des Américains est d'avoir un accès à des ressources comme du pétrole, de la potasse, de l'eau propre, des centrales hydroélectriques et l'Arctique, ben, une des manières, ce serait d'annexer le Canada et de faire les États-Unis d'Amérique au sens large, de continuer le projet de base. Mais c'est ça. Donc, les Américains reçoivent beaucoup de produits de base, des produits, des ressources primaires.
Durant l'appel avec mes homologues et Justin Trudeau, j'ai demandé au gouvernement fédéral de présenter un plan chiffré avec l'assermentation de M. Trump, incluant un budget précis et le nombre d'employés additionnels nécessaires pour renforcer la sécurité de nos frontières. Donc, c'est ça. François Legault est en campagne de publicité. Et il n'arrête pas. Il fait plein de tweets. On se demande s'il met plus de temps à faire des tweets qu'à parler dans les conférences et dans les rencontres, dans les Joint Task Force en question, les groupes de travail Québec-États-Unis. Cette décision en cohérence avec nos actions pour réduire le nombre de résidents non permanents sur le territoire. Donc ça, c'est Jean-François Roberge, ministre de la CAQ. Un autre programme d'immigration suspendu. On voit ici encore une autre preuve qu'on n'a pas un front uni devant la menace des tarifs de Donald Trump. La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, une autre woke de droite qui, encore de son bord, elle dit qu'elle annonce ses propres mesures et elle s'en calisse de ce que les autres ministres font. Justin Trudeau, Hot Ones Québec. Pendant ce temps, Justin Trudeau se présente à des podcasts pour manger des ailes de poulet épicées. Pendant ce temps, un autre scandale éthique sur l'argent nécessaire pour acheter les billets de spectacle pour aller voir Taylor Swift avec Justin Trudeau. Pendant ce temps, le Toronto Star, journal phare du Parti libéral du Canada, qui fait un éditorial pour demander la démission de Justin Trudeau. Pendant ce temps, Jack Mixing, qui demande en entrevue la démission de Justin Trudeau et qui publie une lettre qui dit qu'il va défaire Justin Trudeau après avoir obtenu sa pension de parlementaire. Pas avant, après sa pension de parlementaire. Parce que c'est pas les intérêts des Canadiens qui sont importants, c'est l'intérêt de son fonds de banque et il faut évidemment qu'il paye son char de luxe et ses complets comme le rochedisme. En passant, on n'a pas eu de super chat. Donc, est-ce que vous voulez vraiment que le rochedisme soit cancellé? C'est une question. Évidemment, j'ai paraphrasé ce que Jack Mixing a dit dans sa lettre. Il n'a pas écrit que c'était pour son compte de banque. Il a juste donné une date approximative. Après les fêtes. Crise à Ottawa, Justin Trudeau annule toutes ses entrevues de fin d'année, mais il est allé manger des ailes de poulet. Allusion de Trump à un 51e État. Les Canadiens devraient être profondément choqués, affirme Jean Charest. Jean Charest, c'est un peu le seul qui a une tête sur les épaules depuis le début de cette crise. Trump évoque de nouveau l'idée de faire du Canada le 51e État américain. Donc, il continue à troller. Les Québécois s'enrichissent malgré l'inflation. Donc, pendant qu'on a un effondrement économique, un effondrement de fertilité, des hordes de barbares, des hordes de morts-vivants, il semblerait que nos élites disent qu'on s'enrichit. Mais là, il va falloir que j'enquête sur ce dossier avec Jean-François Guerrier-Pi parce que ça marche pas. Moi, c'est pas comme ça, je vois ça. Présentement, j'ai pas l'impression qu'on gagne. Pierre Poilievre a demandé à la gouverneure générale d'imposer des élections. Imposer la perte de confiance au gouvernement de Justin Trudeau pour déclencher des élections anticipées. Il a fait ça juste avant le podcast à 2h35 cet après-midi sur Twitter. Et donc, on va aller voir avec Jean-François Guerrier-Pi. Est-ce que c'est réellement la faute des bonnes femmes? Est-ce que le rochedisme a une possibilité de survivre au Québec? Est-ce qu'on va avoir des super chats? La réponse est oui. 2$ super chat Simon. 51e État, c'est l'horreur sous tous les angles. Merci, il n'y a pas de petits dons. On a un contrat viriliste de 40$ de François Aubé. J'ai besoin de cet argent-là pour avoir un beau Noël. Et on se revoit dans une vingtaine de minutes.
Alors bonjour tout le monde, nous continuons l'enquête sur la cancellation du rojdisme par la droite woke et j'ai Jean-François Guerrier-Pi, expert en cancellation et expert en dynamique sexuelle, psychologie évolutive, qui a accepté de participer à cette enquête ultra importante. Donc, JF, est-ce que tu es d'accord pour dire que nous n'avons pas gagné les élections cette année en fait? J'ai pas l'impression d'avoir gagné. Toi, as-tu l'impression d'avoir gagné? Non, les élections sont un jeu qu'on ne peut pas gagner. Les élections sont par définition un contrôle effectué par des gens moins intelligents que nous sur nous. Et donc, quelqu'un qui est au-dessus de la moyenne ne peut que perdre une élection. Donc, c'est ça. J'ai l'impression, moi, que je suis plus cancellé que je l'étais avant 2024. J'ai l'impression que Nick Fuentes a sa vie plus en danger qu'en 2023. J'ai l'impression que Jean-François Guerrier-Pi a vécu une tentative de kidnapping via la loi de santé publique au Québec et à l'île du Prince-Édouard. J'ai pas l'impression qu'on gagne. Absolument pas. Trump a été mis en pouvoir, mais les gauchistes sont de plus en plus frustrés et ils sont de plus en plus activés et de plus en plus dangereux. Et il faut se rappeler que sous Trump, il y a eu des viols de droits massifs aux États-Unis. C'est sous Trump que toute la COVID a commencé et Trump ne nous a pas sauvés de ça. Exactement. Donc, moi, j'ai l'impression qu'avec présidente Kamala Harris, on aurait eu moins de difficultés à faire face à ces affronts liberticides. Absolument. Donc, il semblerait que d'une certaine manière, on voit une polarisation des phénomènes politiques sur la base sexuelle et un retour de la doctrine de la force. Absolument. Je crois que l'État s'est développé grandement comme un projet de kidnapping et un projet de contrôle de la société par les femmes. L'État n'était pas comme ça il y a 100 ans. Et on peut le voir dans la façon que nos constitutions sont écrites. Les gens ne pensaient même pas que l'État en viendrait à vouloir nous injecter des vaccins contre notre gré ou prendre nos enfants contre notre gré. Mais c'est ce qui est arrivé avec l'État. L'État est devenu un outil de licence à contrôler la famille, un outil de licence pour les femmes à contrôler les hommes. Ah! Alors, qui se cache derrière cette féminisation des hommes et cette masculinisation des femmes? C'est une question complexe. Beardson, récemment, qui est un fan de Nick Fuentes, a dit « À la fin du tunnel, vous allez trouver un juif, mais à 3/4 du chemin, vous allez trouver une femme. » Il y a une association entre des minorités ethniques, des gens gauchistes qui sont blancs, des femmes. C'est une association de perdus qui ont décidé que l'État pouvait être utilisé comme un outil violent pour imposer leur propre succès dans la société. Étant donné qu'ils n'avaient pas un succès dans une méritocratie libre, ils ont décidé de créer un marché, un faux marché dans lequel les vainqueurs, peu importe ce qui arriverait. Et donc, c'est une question complexe. Ça inclut des gauchistes blancs, ça inclut des gauchistes juifs, ça inclut des gens qui sont là simplement pour parasiter l'État dans le but de faire une fin politique ou un autre, dans le but d'aider Israël, dans le but d'aider les guerres qu'ils veulent poursuivre. Mais ultimement, c'est tout un tas de gens qui ont intérêt à ce que la liberté soit détruite. Et c'est trop. Il y a beaucoup trop de gens dans ce paquet-là. Ils ont beaucoup trop de pouvoir parce que, justement, il y a plus de gens qui bénéficient d'une abolition de la liberté que de gens qui en profitent. C'est plus que la liberté, même. C'est la notion, je dirais, de libre arbitre et de droit naturel. Je pense qu'ils attaquent. Absolument. Et là, pendant que tu étais sous assaut par ces bonnes femmes, grosse torche, princesse Disney, qui voulaient kidnapper ta famille,
moi, je me suis rendu compte, j'ai eu une épiphanie au début décembre. Je me suis rendu compte que ce que la gauche refuse de reconnaître sous le nom du wokisme et ce que la droite arrête pas de taper en appelant wokisme, c'est en fait la féminisation de la société et des modes de délibération politique, surtout. OK, explique un peu plus, c'est intéressant. Oui, donc, les femmes et les hommes en groupes sociaux ne se gèrent pas de la même manière. Donc, les femmes sont beaucoup plus consensuelles, gestion des émotions et la gestion des scandales, des réputations. Les hommes, on va se dire les vraies affaires puis on va se casser la gueule. Et là, ce qui se passe, c'est un peu comme plus qu'on a de musulmans, autour de 10-15% de la population, et ils commencent à sortir de la taquilla et nous imposer des voiles et des viols de djihad. Un peu comme ça, quand les femmes arrivent à un certain pourcentage, je ne sais pas si c'est 10-15%, mais dans les milieux, les réseaux, dans les emplois, les jobs, les corporations, les partis politiques, quand ils arrivent à un certain quota, on switch le mode de libération au consensus, aux tables rondes et à donc la gestion de politique par les couloirs, les mafias. C'est l'impression que j'ai. Non, c'est très intéressant. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, oui. Je pense qu'il y a un système de mafia qui se développe. On peut voir le système parallèle de justice qui se développe. D'abord, dans la justice en tant que telle, où on a des pardons qui sont donnés comme des surprises de boîtes de céréales pour les femmes, pour les immigrants, alors qu'on a des Blancs qui se retrouvent dans le système de justice, et puis ils se font poursuivre pour faire des actions qui étaient légales il y a quelques années, comme la défense de soi-même contre des agressions. Donc, je pense qu'il y a un système parallèle de justice qui est né dans le système de justice en tant que tel, mais aussi, on a des systèmes parallèles, littéralement, des systèmes parallèles de justice, comme la DPJ, qui font leur propre procès, qui ont leur propre méthode, dans lesquels les droits n'existent pas. Et si tu as une travailleuse sociale au Québec qui est convaincue que tu es méchant, ça dérange pas si elle n'a pas de fait. Par la loi, elle a le droit de te kidnapper, elle a le droit de kidnapper tes enfants. Et c'est un gros problème parce que toutes les garanties qu'on avait données dans les cours criminels ont été absolument abolies dans ces petites cours-là. Et puis, les gens vont même prendre, parce que j'ai passé par ce genre de procès, je l'ai vu moi-même, ils vont prendre des choses que tu as dit sur l'Internet, ils vont prendre des jokes, ils vont prendre des idées politiques, puis ils disent ça fait en sorte qu'on s'inquiète pour sa santé mentale et ça fait en sorte qu'on s'inquiète pour ses enfants. Et à partir de là, il n'y a plus de droits parentaux au Québec pour les hommes. Ça a été complètement pris par des travailleuses sociales qui n'ont aucun succès sur le marché libre du dating et qui donc contrôlent la famille des autres par le biais d'une loi biaisée. Et c'est intéressant. Ça marche comme une mafia. Oui, et c'est intéressant parce que une de mes enquêtes historiques que je fais depuis quelques années, c'est l'enquête sur la sorcellerie et la magie. Ah oui. Et dans les définitions historiques, par exemple dans le Malleus Maleficarum des inquisiteurs Sprengler et Kramer, c'est textbook une définition de sorcière d'aller jouer dans les familles des autres, de la victimologie, du chantage émotif, de la police du ton et gérer les couples. Et c'était la raison pourquoi dans la Bible, il est dit qu'une femme ne peut pas éduquer moralement et théologiquement un homme. Absolument. Et ça me rappelle une de mes ex qui se définissait elle-même comme une sorcière et qui en est venue à kidnapper un de mes enfants. C'est des sorcières et elles le savent. Et je pense qu'il y a eu un problème dans la société, dans la poursuite des sorcières. On la présente dans la modernité, la poursuite des sorcières est présentée comme une injustice. Mais il est fort possible qu'au niveau évolutif,
c'était une erreur de stopper la chasse aux sorcières. Il est fort possible que l'élimination des sorcières était la seule solution à maintenir un pool génétique de femmes qui étaient prêtes à vivre dans la justice et dans la morale catholique. En fait, je suis arrivé à la même conclusion à travers mes études sur la chasse aux sorcières. Moi, de ce que je comprends, ça a pris un millénaire de monastères et de chasse aux sorcières pour créer un couple familial monogame capable d'arriver à la révolution industrielle. Absolument. C'est incroyable comme hypothèse, mais je crois que c'est la vérité. C'est fou. C'est fou, mais c'est la puissance de Yeshua, de Jésus-Christ. Et là, quoi faire pour faire face à ce genre de psyop? Eh bien, il faut bien comprendre que ce système parallèle légal qui s'est établi au Canada et dans certains États américains, c'est un système de nature provinciale. C'est un système d'oppression des droits, colonial et provincial. Et avec mon expérience, j'ai fini par comprendre que les juges ne respectent rien au Québec ces jours-ci, mais il y a une chose qui les dérange encore, c'est la juridiction. Un juge veut savoir d'abord s'il a sa place à prendre une décision. Et donc, la façon de se protéger aujourd'hui des gauchistes et puis des travailleuses sociales, c'est simplement de fuir vers une autre juridiction avant qu'elle t'attrape. Et dans mon cas, ça voulait dire me déplacer vers les provinces de l'Ouest, là où l'huile, le gaz est produit. Et puis, dans ces endroits qui sont encore des endroits corporatifs, parce que je dirais que la travailleuse sociale moderne a encore des places où elle ne peut pas aller. Je notais au cours de mon escapade à me sauver du gouvernement de l'île du Prince-Édouard et du Québec, j'ai découvert que les travailleuses sociales ne vont jamais aller te chercher ou chercher tes enfants dans une pente de ski. Et pourquoi est-ce qu'une pente de ski n'est pas un endroit où elles vont? Parce que les pentes de ski sont remplies de gens riches, beaux et qui ont du succès. Et c'est des endroits corporatifs. C'est des endroits où les hôtels, les restaurants sont là pour servir les gens. Et le monde corporatif est complètement étranger aux servants de l'État qui travaillent à bas salaire et puis qui se battent pour des miettes de pain, vraiment, et qui enlèvent les enfants des autres pour des miettes de pain. Le ski a été un endroit de protection temporaire pour moi. Non pas que j'aime le ski, je m'en fous pas mal du ski et je veux jamais skier dans ma vie, mais les resorts de ski touristiques se sont trouvés à être un endroit pour échapper à ces femmes-là. Une autre chose, c'est en plus long terme, il faut se diriger vers les provinces où il y a une réaccumulation de gens qui aiment la liberté. Et ça veut dire l'Ouest canadien pour l'instant. Je pense pas que l'Ouest canadien va survivre pour toujours. À moins que l'Ouest canadien se sépare, il va falloir trouver d'autres endroits pour se sauver éventuellement parce que les travailleurs sociaux vont se rendre là un jour. Mais pour l'instant, aux États-Unis, par exemple, il y a le New Hampshire qui attire les libertariens. Il y a le Midwest en général qui attire les gens qui sont religieux. Et puis, ici, on a l'Ouest canadien. C'est les seuls endroits où la culture corporative est tellement dominante et l'économie est tellement axée sur, par exemple, la production de pétrole que les gens sont habitués à une économie capitaliste et donc aux morales qui sont associées, comme la justice, la légalité, la propriété. Et tout ça est très étranger à la travailleuse sociale québécoise moderne. Ben oui, parce qu'en fait, c'est une sorcière fonctionnaire. C'est une sorcière qui a été standardisée dans un État constitutionnel fictif. Parce qu'évidemment, le Canada n'est plus une vraie nation depuis minimum le père à Trudeau. Minimum. Mm-hmm. Minimum. Absolument. Et donc, moi, j'ai une solution qui s'appuie en partie sur ce que tu viens de dire, parce que moi, ma solution, c'est fonder ma baronnie.
la baronnie du rochedisme. Donc, un domaine privé. Je vais avoir des murs. Je vais avoir des caméras. Je vais avoir des chiens. Je vais avoir des guns. Et évidemment, ça va être en périphérie. Parce que ça prend... moi, je pense que t'as raison qu'il faut aller vers les gens qui ont la richesse. Là, malheureusement, il y a beaucoup... Il faut aller chercher les boomers qui ont le cash pour nous aider. Ils sont en Alberta, sont en Floride, sont au New Hampshire. Et il faut aller les voir une fois par année pour faire notre financement annuel. C'est un peu comme ça, James O'Keefe, hein? Tim Pool, tout ce monde-là fonctionne de la même manière. C'est le nouveau modèle d'affaires. Mais il faut qu'on reste au Québec. Il faut qu'on fasse des bébés. Et là, j'appelle Jean-François Guéripi à l'aide. Il faut qu'on mobilise les forces qui sont capables de dépasser cette gestion de bonne femme pour qu'on recommence à fonder des familles. Comment qu'on va faire ça? Ah ben là, ça, c'est sauver le Québec, c'est un domaine d'expertise que tu me demandes qui est très demandant. C'est une mission que j'ai abandonnée. Moi, j'ai abandonné l'idée qu'on pouvait sauver le Québec. Je pense pas que ce soit nécessairement impossible. Je serais très content si quelqu'un pouvait le faire, mais j'ai décidé que je n'avais pas la force pour fixer ma nation. J'ai été absolument traumatisé dans les 2 derniers mois alors que je me sauvais de ce gouvernement corrompu. J'ai été absolument traumatisé par l'idiotie que je voyais au Québec. Pour une première fois, j'ai traversé en auto de l'île du Prince-Édouard jusqu'à l'autre bout du Canada et j'ai passé à travers le Québec et ce que j'ai vu, c'est de la retardation mentale. Oui. C'était incroyable. Les policiers sont idiotiques. Les gens te parlent comme si tu étais un handicapé mental. Ouais. Et même les gens que j'aime ont noté ça. Ils ont dit, hey, pourquoi est-ce que toutes les femmes frustrées au Québec, c'est une question qu'il va falloir se demander. Si tu parles d'une solution long terme au Québec, pourquoi les femmes sont tellement agressives au Québec? Je ne sais pas. Et c'est probablement une raison évolutive. C'est probablement le fait qu'elles ne sont même pas heureuses dans ce monde qu'elles ont créé pour elles-mêmes. Souvent, on crée un monde et on finit par créer notre propre cage. Et je pense que c'est ce qui est arrivé avec la femme québécoise. Ah! Fait que dans le fond, Passport Bro. Passport Bros parce que... ben, un Canadian Passport Bro, dans le sens où je suis resté au Canada, mais je suis allé très loin. Il y a tellement d'espace au Canada, on serait complètement stupide de vouloir refonder un monde juste au sein d'une société parasitisée complètement. Parce que, au fond, c'est quoi le problème avec le Yukon? C'est quoi le problème avec le territoire du Nord-Ouest? C'est qu'il fait un petit peu plus froid. Mais justement, le froid va pousser une couple d'indésirables. Les faibles. Qui vont faciliter ton travail. Ce que je trouve, c'est que plus tu te diriges vers le froid au Canada, moins il y a de sans-abri, moins il y a de travailleurs sociaux, moins il y a de marxistes et moins il y a d'immigrants. C'est aussi simple que ça. Et donc, pourquoi on ne laisserait pas un peu la nature faire le travail et au moins jouer un jeu qu'on peut gagner? Parce que le jeu de changer le Québec, je ne crois pas qu'il y ait aucune civilisation qui se soit jamais corrigée. Ça n'existe pas. C'est une fausse conception qu'on peut changer ou fixer une civilisation. Les civilisations évoluent, elles rencontrent des murs de briques, elles se détruisent, elles disparaissent, mais elles ne se réparent jamais. Oui, tu as raison. Et dans le fond, moi, je pense que la solution ultime, ce serait de faire une alliance avec Elon Musk pour infiltrer la Boring Company jusqu'à la Côte-Nord, la baie James, la baie du Son, pour développer le Nord québécois et construire notre baronnie à nous. Absolument. Ça, c'est sûr qu'au sein du Québec, si on parle de créer une petite enclave et de survivre les assauts de l'État québécois, c'est pas impossible. Mais je vais noter que c'est pas nécessairement facile non plus parce que
l'État québécois impose une violence aux localités. On ne peut pas partir une municipalité au Québec sans suivre toutes les directives de Québec. Et tu seras toujours sujet aux directives de Québec pour la DPJ. Tu seras toujours sujet aux directives environnementales. Tu auras toujours à avoir des employés dans ta municipalité qui vont imposer la demande de permis pour la construction de decks de piscine et puis toutes ces choses-là. Et tu vas finir par te rendre compte qu'au final, le grand péché des Québécois, ce n'est pas au niveau local. C'est imposé et c'est désiré par des bureaucrates au niveau provincial. Oui, Whitney Webb appelle ça la bureaucratie défensive canadienne. Absolument. Donc, je pense qu'on a fait le tour du sujet aujourd'hui. Je te remercie beaucoup pour cette enquête, Jean-François. On va voir qu'on refasse ça en français ou en anglais, comme tu veux. On peut aller sur ta chaîne Odyssée JFG Tonight. Merci et fais attention à toi. Absolument. On se reparlera. Merci beaucoup. Et rebonsoir tout le monde. Merci à Simon pour La Révolution culturelle avec Yann Rochdy. I don't speak French properly, but love from Quebec. Before the stream is shut down, I work for a French-Canadian independent media called Lux Media. Say Civil War, Tim. Drink one shot. Haha. Good luck, good sir. Good luck. Anybody here read French? Okay, I'll have to do it. La Révolution culturelle. Merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube québécois pour de reviews de I can't read French very well. D'actualité virale, des exorcismes de princesse Disney et des résumés de livres chaque semaine. La Révolution culturelle avec Yann Rochdy. Okay, thank you. Appreciate it. Send that shit in English next time. Mesdames et messieurs, bienvenue en 2024 dans la plus grande commedia dell'arte de l'histoire. Une dystopie anarcho-tyrannique où des factions oligarchiques se font la guerre sur le champ de bataille des provinces et colonies éloignées, jusque dans la matrice et l'esprit des bobos urbains éduqués. Bienvenue en 2024. Le rochdisme se lève face à cette imposture, affronter les hordes morts vivants, sorcières, démons, succubes et nécromanciens. Le rochdisme est bouclier de la société. Les oppositions contrôlées se dressent devant nous, armées de leur peau de mouton, parées de leurs subventions, commandites, connexions. Le rochdisme se lève face à cette imposture, affronter les hordes morts vivants, sorcières, démons, succubes et nécromanciens. Le rochdisme est bouclier de la société. Les nomotiens homo-nationalistes, financés par des conférences alphabet people dans le quartier gay, préfèrent déporter et enculer des musulmans, refusent de débattre contre le rochdisme. Le rochdisme se lève face à cette imposture, affronter les hordes morts vivants, sorcières, démons, succubes et nécromanciens. Le rochdisme est bouclier de la société. Le dossier de Yann et Franck n'est pas mieux. Commandités par l'industrie de l'esclavagisme moderne, reçoivent l'argent des trafiquants de migrants. Yann et Franck financés par le grand remplacement. Le rochdisme se lève face à cette imposture, affronter les hordes morts vivants, sorcières, démons, succubes et nécromanciens. Le rochdisme est bouclier de la société. Le rochdisme est seul contre tous. Le rochdisme est chrétien. Le rochdisme est souverain. Le rochdisme est finique. Le rochdisme est contre les hordes de morts vivants. Le rochdisme se lève face à cette imposture, affronter les hordes morts vivants, sorcières, démons, succubes et nécromanciens. Le rochdisme est le bouclier de la société. Le bouclier de la société. Le rochdisme est le bouclier de la société.
Roche d'Izmé seul contre tous. Le Roche d'Izmé chrétien. Le Roche d'Izmé souverain. Le Roche d'Izmé qu'unique. Le Roche d'Izmé contre les hordes de morts vivants. Sorcières, démons, succubes et nécromanciens. Le Roche d'Izmé, le bouclier de la société.